Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le ministre, cher Jacques, Madame la Présidente du Comité d'Histoire, chère Marie-Vonne de Saint-Pulgent, Mesdames, Messieurs, chers amis, je tenais à être présente aujourd'hui parmi vous pour rendre hommage à Robert Abichared, qui nous a quittés cet été. Chercheur, professeur, écrivain et administrateur passionné, il a marqué de son empreinte les études théâtrales et a contribué de façon décisive au développement du théâtre dans notre pays. L'action publique a ses contraintes qui rendent rares les moments où nous pouvons nous poser, regarder en arrière et saluer l'œuvre accomplie. Ce moment, fort en émotion, nous permet à toutes et tous d'honorer Robert Abichared comme il le mérite. Je remercie toutes celles et ceux qui nous font l'amitié de venir partager leurs souvenirs avec nous ce soir. Nous rejoindrons tout à l'heure à la tribune et ils nous permettront de prendre toute la mesure de sa fantastique personnalité, de son œuvre, tant critique que politique. Nous en sommes aujourd'hui encore les héritiers reconnaissants. Né à Beyrouth, Robert Abichared passe son enfance dans le quartier d'Achrafieh avant de partir à Paris pour poursuivre de brillantes études littéraires. Normalien, agrégé de lettres classiques, il fait ses premières armes comme critique littéraire et bien sûr comme critique dramatique au Nouvel Observateur, ainsi qu'à la NRF et à la revue Études. D'une activité intellectuelle débordante et d'un talent aux multiples facettes, Robert Abichared a mené plusieurs vies en une, toujours guidé par ses rencontres et par une curiosité insatiable. Auteur, il s'essaie au roman avec L'Émerveillé, publié chez Grasset en 1963, ainsi qu'au théâtre avec sa pièce « Tu connais la musique », publiée en 1971. Chercheur, il mène à bien l'édition critique des mémoires de Giacomo Casanova pour la Pléiade, partageant avec ce personnage haut en couleur une même envie insatiable de vivre qui le pousse sans cesse vers de nouveaux défis, de nouvelles aventures. L'essai qu'il publie sur cette expérience unique, Casanova ou la dissipation, lui vaut d'ailleurs le prix Sainte-Beuve. Amateur assidu, Robert Abichared écume les salles de théâtre, de spectacle, les festivals, où l'on reconnaît immédiatement cet homme passionné, toujours prêt à échanger avec une verve à nul autre pareille. C'est au Festival de Nancy qu'il fait votre rencontre, cher Jacques Lang, et qu'a débuté votre compagnonnage si fructueux. En 1969, Robert Abichared trouve son point d'ancrage, l'université de Caen, où il prend une part décisive dans la fondation d'un des premiers instituts d'études théâtrales. C'est d'ailleurs à l'IMEC, Institut Mémoire de l'édition contemporaine de Caen, qu'il a légué ses livres, peu avant sa mort, en reconnaissance de la place que cette ville n'a cessé d'occuper dans son cœur. Maître de conférences puis professeur, après l'obtention de son doctorat, Robert Abichared poursuit sa vie culturelle et théâtrale intense, en particulier au Festival de Nancy, dont il fait partie du comité de direction. En 1981, cher Jacques Lang, je ne suis pas là. Vous prenez la tête du ministère de la Culture, tout le monde s'en souvient, pour une période particulièrement intense et riche. Robert Abichared est pour vous une évidence, un érudit non conformiste et passionné, éloigné des milieux administratifs habituels. Tant pis pour ceux et celles qui représentent ce milieu administratif ce soir. Vous décidez donc de lui confier la direction du théâtre et des spectacles. Partie prenante de votre projet pour la culture, il portera jusqu'en 1988 une politique ambitieuse et audacieuse soutenue par des moyens inédits. Priorité donnée à la création, avec un encouragement conséquent à la production de pièces et d'œuvres, alors que les dramaturges s'effaçaient alors souvent au profit des seuls metteurs en scène.
Bourses, résidences, aides à l'édition se multiplient, contribuant à une véritable renaissance de la production théâtrale française. Le grand chantier de Robert Abirached est la décentralisation théâtrale, avec la pérennisation du soutien de l'État aux compagnies et aux établissements régionaux. Auparavant, dans une situation particulièrement précaire dans les territoires, le théâtre peut désormais s'appuyer sur un maillage solide, complet dans notre pays, au plus près de nos concitoyens. Le Théâtre national de la Colline ouvre ses portes, le Théâtre de l'Odéon devient Théâtre de l'Europe, et de nouveaux centres dramatiques régionaux et nationaux voient le jour à un rythme soutenu. Homme de théâtre, Robert Abirached s'est battu sans compter et avec succès pour revivifier le théâtre en France, guidé par la nécessité de démocratiser davantage l'accès à la culture, principe qui guide toujours aujourd'hui notre action. Mais loin de s'en tenir au théâtre, il encourage aussi le développement d'autres formes d'expression artistique dont il perçoit toute la richesse et tout le potentiel. On lui doit ainsi, entre autres, la fondation du Centre national des arts du cirque à Châlons-en-Champagne, ainsi que la création de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette à Charleville-Mézières. À chaque fois, il se signale par sa capacité à persuader et à convaincre les élus locaux de s'associer à ce projet, au projet pour lui assurer un avenir durable. Par son action, Robert Abirached a contribué à redéfinir le périmètre des arts de la scène, l'élargissant de façon considérable pour le plus grand bénéfice des amateurs comme du public, j'allais dire des créateurs, des amateurs et du public. Au terme du premier mandat de François Mitterrand, Robert Abirached retourne à ses activités d'enseignement à Nanterre cette fois. Figure emblématique des études théâtrales qui sont en plein essor, il est l'auteur de nombreuses publications novatrices et ne cesse de transmettre sa vision et sa passion du théâtre à ses étudiants. Multipliant les regards sur le théâtre, il en enseigne la sociologie à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve et l'histoire au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Une fois à la retraite, il ne cesse de développer son impressionnant travail critique tout en poursuivant une réflexion d'envergure sur la politique culturelle. En témoigne sa somme en 4 volumes sur la décentralisation théâtrale ou encore son essai « Le théâtre et le prince » où il passe en revue son propre exercice du pouvoir. Robert Abirached aura connu 100 vies et dans chacune d'entre elles, il se sera investi sans compter. De la critique théâtrale aux politiques culturelles, son jugement se construisait et s'éprouvait au contact de tous ceux qui voulaient bien débattre avec lui. Homme d'écoute et passionné, profondément humaniste, Robert Abirached a contribué à façonner la scène théâtrale et culturelle particulièrement dynamique de notre pays. Professeur, il aimait transmettre à ses étudiants, mais au-delà, il nous laisse à tous une vision particulièrement généreuse et exigeante de nos politiques culturelles, un legs qui nous oblige au service du théâtre, de la culture, de nos créateurs et de leur public. Je vous remercie. Je vais appeler Jacques qui va nous faire son témoignage. Madame la ministre, chère Rogeline, mesdames et messieurs, chers amis, je peux dire, et c'est vraiment un bonheur de vous retrouver, de nous retrouver quelques instants autour de l'œuvre, l'œuvre à mille facettes, comme l'a très bien décrite Roselyne Bachelot. Je veux saluer évidemment France, son épouse, Paul, qui tout à l'heure peut-être nous fera retentir quelques notes de musique. Rosalie, je ne sais pas si elle a pu nous rejoindre,
peut-être plus tard, et toute la famille, Rosalie, bonjour. Voilà, écoutez, Emmanuel Vallon m'a dit ne préparez rien. Et ça m'arrangeait vraiment de ne préparer rien parce que je sais que vont se succéder des interventions solides, sérieuses, qui vont permettre de nourrir le travail ouvert par le comité d'histoire. Et je veux féliciter la présidente d'avoir bien voulu prendre l'initiative et proposer à la ministre d'organiser ce séminaire ou ces rencontres, ainsi que tous les collaborateurs ici présents. Que dire en quelques mots personnels? Robert était d'abord un ami. C'était un ami que j'ai connu en effet, Roselyne, à Nancy. Je le connaissais à travers ses écrits de critique au Nouvel Observateur, critique avisée, érudit, vous l'avez dit, vif, volontiers colérique, souvent laudateur lorsqu'il était enthousiaste. Et il est venu assez tôt au Festival de Nancy, qui à ce moment-là n'était pas encore très connu. Et il s'est mêlé aux troupes de théâtre, à la foule et aux gens, et il s'est pris de passion pour cette aventure théâtrale originale. Et nous avons noué des liens, en effet, progressivement, et il est devenu, comme je dis, un ami, et ma femme Monique, ici présente, était l'une de ses meilleures amies. Et nous avons parcouru ensemble 1001 chemins, et puis quand l'heure s'est approchée d'une éventuelle accession au pouvoir de François Mitterrand, ce n'était pas écrit, comme aucune élection n'est acquise à l'avance, je ne m'étais pas interdit, en mon fort intérieur, d'imaginer que peut-être, si François Mitterrand était élu, j'accéderais aux responsabilités que vous occupez aujourd'hui, chère Roselyne. Et je me disais, bon, nous avions beaucoup travaillé avec les différentes équipes sur les politiques à imaginer. Bernard Fèvre-Larcier était l'une de ces personnes, Sylvie Hubac, d'autres, pardonnez-moi de ne pas citer tous ceux qui sont ici, ou d'autres. Et nous avions donc réfléchi à ce que nous allions peut-être entreprendre pour le théâtre, pour la musique et le reste. Mais l'une des questions clés était comment constituer une équipe qui soit une équipe d'action, habitée par une pensée, par une philosophie, par une vision. Et dans ma petite tête, je crois n'avoir fait la confidence à personne. Je commençais à imaginer, c'était peut-être présomptueux, mais ça, je ne parlais qu'à moi-même. J'ai dit, peut-être que Robert pourrait être un bon pour le théâtre. Je pensais aussi à d'autres, Maurice Fleuret et d'autres amis. Car en effet, l'une des originalités de cette période, c'est que la plupart des personnes qui nous ont rejoints, et Roselyne l'évoquait à l'instant, venaient, j'allais dire, de la vie civile, n'étaient pas nécessairement des personnes qui avaient accompli des études qui les préparaient à l'action publique, à l'exception peut-être de Claude Mollard, qui est ici là, qui était à la fois qui cumulait évidemment, lui, la Cour des comptes, la construction du Centre Pompidou et le reste. Et faire appel à un homme comme Robert, c'était un pari et un risque. Il n'avait exercé, à ma connaissance, aucune responsabilité directe. Mais, je dirais, son intelligence exceptionnelle, sa passion, son amour du théâtre, son dévouement sans limite, sa curiosité, ont fait que, d'abord conseiller ici, rue de Valois, avant d'être nommé plusieurs mois plus tard à la direction du théâtre, qui occupait ce merveilleux endroit de la rue Saint-Dominique. Entre parenthèses, quel dommage, je ne sais pas qui l'a fait, mais peu importe, de l'avoir vendu. On était tellement bien là-bas, rue Saint-Dominique, pour les musiciens, pour les gens de théâtre, pour les gens de la danse, bon bref, c'est pas le seul bâtiment qui a été vendu par l'État, ici et là, en France ou hors de France. Et Robert, alors, s'est mis au travail avec une ardeur totale, comme toute notre équipe. Je le voyais ici, là, dans les couloirs. Il a reçu des centaines, des milliers de personnes
porteurs de projets, des artistes, des administrateurs. Il a parcouru la France avant même d'être directeur. Il est allé de ville en ville pour expliquer notre politique et en même temps pour se nourrir des rencontres qu'il suscitait. Et je crois que tous ceux qui le rencontrent à ce moment-là étaient saisis par son humour, sa drôlerie, son sens de la vie, son goût du théâtre. Et progressivement, au cours de ces premiers mois, nous avons pu bâtir une politique de théâtre qu'il pourra ensuite mettre en application lorsque nous l'avons nommé à la tête de la direction du théâtre et des spectacles. Alors, je ne vais pas redire ce qui a été parfaitement résumé par Roselyne Bachelot, et les intervenants vont en parler maintenant. L'œuvre accomplie est immense, elle est riche, elle est multiple. Peut-être pourrais-je dire simplement que Robert, qui était un entêté, un travailleur acharné, était doué aussi d'une humanité, d'une finesse, qui lui permettait de résoudre les pires problèmes. Je donne quelques exemples, simplement. Il fait qu'un jour, Pierre Berger, qui était propriétaire de l'Athénée, vient me trouver en me disant « On est prêt à céder à l'État ce théâtre pour rien ». Mais ensuite commençaient les problèmes. Et Robert a merveilleusement réglé la situation de l'Athénée. Bon, l'avenir, ensuite, appartient à d'autres. Mais un autre exemple, alors qui est encore plus éloquent, c'est le Vieux-Colombier. Le Vieux-Colombier était un endroit abandonné depuis, je ne sais pas, 30 ans, 40 ans. Il appartenait à une famille qui se disputait entre eux. On y emmagasinait des vieux papiers. Ça risquait d'ailleurs de brûler à chaque instant. Et j'ai dit à Robert, tu vas te débrouiller. Écoute, tu trouves une solution pour que l'État puisse récupérer et sauver ce Vieux-Colombier. Et il a rencontré minutieusement, tranquillement, calmement, chacun des héritiers, ça n'était pas rien. Et il a su dénouer une histoire insoluble. Et franchement, chaque fois que je vais dans le Vieux-Colombier, je pense à Robert. Sans lui, ce théâtre n'existerait pas, ou aurait disparu, aurait été emporté par les flammes, aurait été détruit. Bon, c'est quelques exemples parmi tant d'autres de son habileté, de son intelligence, de sa finesse et de son sens de l'humain. Et puis sa passion du monde aussi, son ouverture au monde, qu'il partageait avec nous, à Nancy et ailleurs. On a oublié qu'il a été l'inventeur de la Maison des Cultures du Monde. C'est lui aussi qui a encouragé le festival de la francophonie et tant d'autres initiatives originales, sans compter le travail accompli pour la ou les traductions. Bon, je reste là, à vous, mesdames et messieurs, d'accomplir le plus difficile, de décrire les choses pour que le comité d'histoire, dans ses publications, puisse faire le récit de cette aventure inouïe d'un homme d'exception, vraiment un homme d'exception, que je n'ai cessé de découvrir au long des années. Et nous ne nous sommes jamais fâchés, sauf peut-être une seule fois. Mais je n'en dirai pas plus aujourd'hui. C'était à propos de Giorgio Strehler. Il pensait que j'étais trop entiché de Giorgio, et lui était peut-être plus raisonnable que moi. Et au fond, il avait finalement un sens des intérêts de l'État supérieur au mien, peut-être. Mais on a trouvé une solution. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, c'est une petite rectification que j'apporte à votre brillante intervention, Roselyne, c'est que je lui ai demandé, mais je n'avais pas de droit de lui demander, de l'obliger. Je lui ai dit, Robert, si tu peux rester, si le ministre qui sera désigné accepte de travailler avec toi, reste. Mon souci, c'était évidemment que soit sauvegardé le maximum des initiatives, des réformes, des changements que nous avions introduits. Pour les autres directeurs, je n'ai pas de commentaires. Eux, ils ont été priés de prendre la porte. Je n'en dis pas davantage. Mais finalement, Robert, parce qu'il avait cette
faconde, cet humour, cette simplicité, cette humanité est restée pendant les 2 années de la cohabitation. Et disons-le, il aura contribué à préserver et à enrichir aussi, sous la conduite du ministre François Léotard. Et quand je suis revenu dans cette maison en 1988, les choses avaient été à la fois préservées et enrichies. Donc, merci Robert, merci 1000 fois pour ce que tu as été, pour ce que tu es, parce qu'il est toujours, toujours, toujours présent en nous, toujours, toujours présent dans nos cœurs et dans nos pensées. Merci Robert.